Je suis ravie d'entendre ça parce que justement, c'est ce que nous proposons aussi tout le monde le propose. Depuis de très longs mois. Et ce que Marine Le Pen, justement, encore l'autre jour, proposait, et ça fait un long moment qu'on le fait, comme on a proposé déjà au départ, depuis un an, la fermeture des frontières. Et enfin, au bout d'un an, on voit que finalement, ils sont obligés de s'y résoudre. Eh bien, c'est la fermeture des frontières pour ressortissants venus des pays hors Union européenne. Effectivement, mais ça fait un an, en fait, qu'on le demandait. Et à l'époque, on a poussé les hauts cris au gouvernement en disant que Marine Le Pen racontait des ragots. Et au bout d'un an, on prend un an de retard et au final, on le fait. Et là, on a la possibilité de détecter le Covid dans les eaux usées. Ça se fait autour des maisons de retraite à Marseille. C'est faisable, c'est facile. Ça permet de détecter en fait la circulation du Covid 5 à 6 jours avant que le cluster se fasse. Prendre un petit peu d'avance sur le virus. De prendre d'avance, de prendre justement son avance sur le virus, de pouvoir anticiper et de pouvoir justement confiner au cas par cas, localement. Parce que c'est très bien. Ça se fait en Ile-de-France aussi. C'est vrai que c'est arrivé à Marseille. Il faut que ça se fasse. On en a beaucoup parlé sur Marseille. Ça se fait maintenant. Il faut qu'à un moment donné, le gouvernement se rende compte que non seulement il y a une urgence sanitaire, mais aussi il y a une urgence économique. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de mourir. Il y a des commerçants et des gens aussi, par exemple, je pensais, on parlait de la montagne tout à l'heure. On va y repartir dans un instant. Vous avez aussi des travailleurs saisonniers qui ne savent pas, en fait, des tas de gens, aujourd'hui, des millions de Français qui ne savent pas de quoi demain sera fait concrètement. Vous croyez que le gouvernement n'en a aucune conscience? Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est dans une idéologie du tout sanitaire. Je pense qu'ils ne sont plus, je pense qu'ils ne sont plus confrontés au réel. Je crois que cet homme a tellement dit justement en fait ce qui était la réalité du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, gouverner, normalement, c'est prévoir. On n'a rien prévu, on n'a rien anticipé. On laisse des gens sur le carreau, on laisse des Français qu'on infantilise complètement en leur disant, voilà, il ne faut pas aller là, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On a des gens qui sont économiquement, qui sont à l'agonie, qui savent encore une fois, qui savent pas... Ou déjà morts. Ou déjà morts, mais qui ne savent même pas comment ils vont pouvoir régler leurs dettes ou comment ils vont pouvoir manger le lendemain. On en est là. Et donc, on est avec un gouvernement qui est incapable aujourd'hui, qui doit se réinventer. Mais il ne doit pas se réinventer, en fait, il doit partir. Enfin, vous réalisez la surenchère démagogique de Christian Estrosi. Cet été, il fallait plein de touristes. Et là, d'un coup, il faut arrêter les locations saisonnières, alors que dans le même temps, les hôtels, eux, ont le droit d'accueillir des touristes. Donc, c'est quand même... La situation sanitaire a évolué depuis l'été aussi. Oui, non, mais ceci étant, je veux dire, Christian Estrosi, lui, ne change pas. Il est toujours dans son évolution, justement, toujours plus près d'Emmanuel Macron, toujours plus près des échéances électorales. Et là, c'est une mesure qui est injuste. Parce que finalement, on va aussi... Donc, il empêche des propriétaires de pouvoir louer leurs appartements et de pouvoir vivre aussi. Je veux dire, dans une situation économique qui est encore une fois déjà très compliquée. Et dans le même temps, les hôtels ont le droit, eux, d'accueillir des touristes. Et puis, autour de Nice, il va y avoir une surenchère aussi peut-être de clusters, du coup. Donc, ça ne tient pas la route, en fait. Ce qu'il fait n'est pas quelque chose de raisonnable, n'est pas quelque chose de sensé. Et c'est en cela... Je dis que Christian Estrosi est encore une fois dans la course à qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux. Finalement, je m'excuse, je vais prendre une expression triviale pour faire la lèche à Emmanuel Macron. Hélène Orbet. Oui, effectivement, je suis assez d'accord. Mais ça fait des mois aussi qu'on réclame et qu'on dit les tests. Voilà, tester la population et faire effectivement une gestion territorialisée, intelligente. Encore une fois, la détection du Covid dans les eaux usées, ça se fait, ça doit être généralisé. Un réseau pour ça. Là, voilà, il y a un réseau pour faire ça. On peut anticiper et confiner de manière précise, fine. Pas dire, voilà, alors je punis les uns, je fais pour les autres. Non, il faut faire ça de manière intelligente. Ça se fait en Australie. Et en Australie, il y a des confinements qui durent 6 à 7 jours. C'est très faible et ça permet à toute l'économie de pouvoir repartir. C'est le fameux isolé simplement. Voilà, mais il faut tester, isoler, mais faut-il encore avoir la volonté de le faire? Parce qu'on peut le faire, mais il faut avoir la volonté politique de le faire. Alors on a beaucoup parlé d'autocensure des enseignants après le drame Samuel Paty, de défaite. Cet homme-là aussi, cet enseignant est prêt à jeter l'éponge finalement, puisqu'il n'attend plus qu'une chose, être muté. Est-ce que c'est là encore un échec de la République? C'est hallucinant. C'est plus qu'un échec, c'est un drame. C'est le drame de pans entiers de territoires de la République qui sont aux mains de l'islamisme. Et je crois qu'à un moment donné, c'est ce que rappelait Marine Le Pen
tout récemment et dans notre projet de loi, c'est qu'il faut mettre des mots. Il faut parler de l'islamisme radical. Il faut le dire. La ville de Trappes, aujourd'hui, est une ville, c'est une ville perdue. C'est une ville où la charia s'applique, où il y a un professeur qui a peur parce que l'État n'est plus du tout en capacité de le protéger, parce que l'État, les gouvernements et tout l'ensemble des politiques ont fait en sorte, en quelque sorte, par une espèce de peur de ne pas nommer l'ennemi, finalement, il y a une sorte de complaisance qui s'est installée. Et voilà la situation dans laquelle on arrive, une situation dramatique, parce que la ville de Trappes, aujourd'hui, elle devrait être mise sous tutelle. Clairement, voilà. Cet enseignant se retrouve finalement dans une position similaire à celle de Samuel Paty. Mais il peut se faire décapiter. Enfin, je veux dire, la situation de peur et la situation dans laquelle il se trouve est inacceptable en France aujourd'hui, au XXIe siècle. Inacceptable. Moi, ce qui me choque, et pardonnez-moi, mais ce qui me choque, c'est de parler de la mutation de l'enseignant. C'est pas la mutation de l'enseignant, c'est l'expulsion des 3000 fichiers S qui sont sur notre territoire. C'est l'expulsion de ces gens qui prêchent la haine. C'est l'expulsion. Mais c'est ce qu'il demande parce qu'il a peur. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Parce que le gouvernement, aujourd'hui, on sait qui sont ces prêcheurs de haine. Dans les mosquées salafistes, dans les madrassas, ce sont ces écoles islamistes qui sont sur le territoire français. Mais vous êtes des élus, ça veut dire qu'au niveau, on parle d'une ville et d'une commune. Est-ce que les élus ont un moyen d'agir localement? Mais déjà, avec des moyens. On peut empêcher, le gouvernement peut très bien aussi empêcher des islamistes de se présenter aux élections. Le maire de Trappes était tout à fait favorable aux islamistes à Trappes. On a laissé, ça fait des décennies, et c'est pas uniquement. Il y a le gouvernement Macron qui est très mou du genou et qui est avec un projet de loi sur le séparatisme, qui est une toute petite loi, et en fait qui devrait être à beaucoup plus grande échelle et qui doit être menée une guerre vraiment contre l'idéologie islamiste qui doit être menée à grande échelle. À proposer ces nouvelles règles que devront. Non, mais c'est pas la question uniquement des écoles privées. Les associations devront obéir pour avoir des subventions. Gérald Darmanin a dit avoir fermé un nombre d'associations. Toutes les associations dans le même panier, ça fait des décennies. On a peur. Le prosélytisme abusif. Non, mais on a peur républicain. On est compte qu'on a peur. Finalement, les subventions aux associations, elles sont données par le biais de la politique de la ville. On a peur de nommer les choses encore. On a peur de nommer que ce sont des associations islamistes avec des étrangers qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. Pas tous, on parle aussi de citoyens français parfois. Mais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce qu'ils sont menés par une idéologie d'un autre âge. Mais une idéologie politique qui a déjà fait quand même, je rappelle, plus de pratiquement 300 morts sur le territoire français. Et on est encore à se demander si on va muter l'enseignant. Mais c'est pas le muter, encore une fois, c'est l'expulsion de ces fichiers S et de ces gens que l'on connaît. Il y en a plusieurs comme ça, effectivement, il y en a plusieurs comme ça aussi à Marseille qu'on ne ferme pas et qui sont la plupart, moi je connais un imam mahorais, voyez-vous, et qui me disait que justement il va dans les mosquées et qu'il écoute les prêches et que pratiquement tous les prêches sont des prêches de haine contre la France. Pourquoi on ne les ferme pas ? Selon vous? C'est une question de volonté politique. C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une complaisance. Il y a une complaisance de nos dirigeants envers les associations islamistes. Et encore une fois, ce n'est pas une question de discrimination. Vous avez des gens effectivement très bien dans ces quartiers, mais qui ne demandent pas de subventions. Mais qui c'est qui demande ces subventions et qui on arrose dans ces quartiers depuis des années? Voilà, il faut se poser cette question. Et sachant quand même qu'à un moment donné, tous ces gens sont connus. C'est-à-dire ce ne sont pas des inconnus, parce que tous ces gens qui menacent ces professeurs, tous ces islamistes, on les connaît, on connaît leur nom. Moi, je suis ravie, effectivement, qu'un 3e vaccin arrive enfin sur le marché en France, sachant que, malgré tout, on voit bien aussi que la stratégie vaccinale du gouvernement a été un échec, aussi parce qu'on est passé par l'Union européenne et par des contrats... le professeur... Non, mais je vais laisser parler. Mais... Non, mais si, on est passé par l'Union européenne pour acheter, alors que d'autres pays comme l'Angleterre ou comme Israël ont anticipé largement avant et ont acheté des stocks de vaccins eux-mêmes, ce qu'on aurait pu faire nous. Mais on est passé évidemment, encore une fois, par la Commission européenne. On est passé par des contrats très opaques pour avoir ces vaccins. Certains disent aussi que sans l'Union européenne, on en aurait encore moins. Oui, non, mais avec l'Union européenne, on en a très peu. On est très en retard par rapport à nos voisins. C'est mieux que rien, mais vous vous rendez compte que dans la France, on en est à dire c'est mieux que rien. Et aujourd'hui, on a très peu de gens qui sont encore vaccinés. Alors, professeur,
Je ne crois vraiment pas que l'Union européenne a été un frein. Et ce n'est pas une question idéologique. Après, je respecte tout à fait le médecin que vous êtes. Et justement, je n'irai jamais m'immiscer dans les questions justement médicales. Dans les questions politiques, en revanche, effectivement, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne. Force est de constater, les dirigeants de ces laboratoires aussi, comme AstraZeneca, comme Moderna, etc., il y a aussi des Français qui font partie de ces groupes. Et ça, c'est très important. Dernière aussi, conversation qu'on aura dans cette demi-heure. Donc, je crois qu'à un moment donné, ces pays, la stratégie qu'ils ont, en tout cas, de faire les choses pour leur pays, justement, et de ne pas passer par ces commandes groupées par l'Union européenne et par, encore une fois, ces contrats qu'on n'a pas pu, malgré tout, regarder. Parce que, malgré tout, quand nos députés européens ont demandé à voir les contrats avec AstraZeneca, la Commission européenne leur a sorti des contrats barrés. Il a été publié il y a 10 jours. On n'a pas pu quand même les voir. On n'a pas pu les voir en totalité. Donc, ça n'est pas transparent. Voilà, il y a une absence de transparence, là encore, là-dessus. Qui négocie toujours. Il faut savoir gérer et le faire, et ne pas le faire, justement, en faveur de la santé des Français. Et aujourd'hui, par exemple, toute cette crise, depuis le début, on montre qu'elle n'a pas été gérée par le gouvernement. Très mal. Dès le départ, dès l'année dernière. Il y a eu la crise des masques. La crise des masques, il n'y avait plus de masques. Il y avait une entreprise en France qui fabriquait des masques. On est allé chercher des masques en Chine. Ça nous coûte... on ne va pas refaire toute l'année. Non, mais c'est quand même important parce que pour la HPSP, ça nous coûte quand même 6 milliards d'euros d'aller chercher des masques en Chine. Et que ces 6 milliards d'euros, c'est ce qu'on va injecter dans 5 ans dans les hôpitaux publics. Personne ne saurait faire la quantité de masques dont on a besoin au prix auquel les Chinois nous les vendent. Attendez. Vous parlez de médecine, je parle de politique, voilà, chacun son rôle, et moi je vous parle de masques, je sais combien pas là-dedans, voilà. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est encore une fois une crise qui a été mal gérée et au détriment des Français qui effectivement ont eu une défiance dans le gouvernement et une défiance malheureusement aussi dans les vaccins et dans la vaccination, ce qui est certainement dommageable effectivement pour l'évolution à venir. Il est temps que la France reprenne aussi la maîtrise industrielle de ce qu'on est capable de faire. Mais ça ne sera malheureusement pas en une année, ni en 5 ou 10 ans. Ça ne sera pas en une année, en 5 ou 10 ans, mais aujourd'hui, en fait, on est en train de s'apercevoir qu'on est complètement démunis et qu'on s'est appauvri complètement en matière de tout ce que l'on savait faire et de tout ce que l'on avait sur place. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, ça fait 1 an, on n'a pas anticipé, on n'a rien anticipé, et on arrive à une situation qui est catastrophique. Il y a des priorités budgétaires qu'il faut revoir, et je crois qu'aujourd'hui, la France, en fait, ce dont on a besoin, c'est de retrouver aussi, c'est pas aux collectivités uniquement d'assumer justement j'allais dire le portage, en fait, de l'hôpital public, c'est l'État. C'est à l'État et de redevenir un État stratège, un État qui protège justement ses entreprises, qui protège ses chercheurs, qui protège ses scientifiques et qui promeuvent justement en injectant de l'argent, qui promeuvent réellement comme ces start-up. C'est anormal qu'aujourd'hui que cette start-up vende son vaccin au Royaume-Uni. Et pourquoi ? Parce que la France aujourd'hui a abandonné et effectivement parce qu'on est aussi au sein de l'Union européenne qui est quand même assez lourde également, la France a abandonné sa capacité qu'elle a d'être un État stratège et abandonne en fait ses têtes pensantes parce qu'il y a aujourd'hui en France des grands scientifiques, il y a des tas de choses on est en capacité en fait de tout faire, mais on est en train de tout délocaliser, on a tout donné finalement à l'étranger.